la psychosociopathologie des intellectuels congolais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des intellectuels congolais. On va essayer d'avoir une réflexion un peu sur l'apport des intellectuels congolais et la catégorisation des intellectuels congolais, parce que pour mieux comprendre effectivement comment est-ce que les intellectuels congolais travaillent, appréhendent leur société et comment est-ce que derrière ils se projettent. Mais à travers effectivement une catégorisation. Une catégorisation, c'est pas quelque chose de très juste en tant que tel, parce que tout le monde ne se retrouve pas dans les catégories, mais de ce que je sais, avant de faire cette vidéo, j'ai pas été dans le dictionnaire pour regarder un peu la définition d'intellectuel, et je pense que la culture ou la connaissance véritable, c'est celle qui reste quand on a tout oublié. Intellectuel, je le définirais comme quelqu'un qui a fait quelques études, primaires, secondaires éventuellement, ou même plus, mais qui par sa réflexion, qui par ses actions, œuvre dans la transformation réelle de la société pour un mieux, petit soit-il. Donc c'est dire quoi? C'est dire que l'intellectuel, c'est celui qui, pour moi en fait, conceptualise, organise et se projette ce qu'est la société, ce que pourrait être la société, et fait en sorte que cette société puisse réellement tire à une dynamique de changement et d'amélioration des conditions de vie de la société. Voilà un peu l'idée que je me fais de l'intellectuel. Je ne vais pas vous sortir ici des définitions venant du Larousse. De toute façon, vous avez tous un Larousse et vous pouvez vous-même consulter selon les années l'évolution de cette définition. Mais ce que je voulais ici, c'était réellement vous donner un point de vue sur ma catégorisation des intellectuels congolais, comment je l'ai vécu. Il faut dire que je suis arrivé en RDC en 2006 exactement, après presque une trentaine d'années à l'extérieur du pays. Et donc, j'ai une vue qui est une vue un peu de quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vit maintenant en RDC et qui vit avec mes frères sur place et mes sœurs, et qui est capable, en fait, en toute modestie, de pouvoir un peu avoir du recul et structurer un peu cette société pour donner son avis sur une catégorisation éventuelle des intellectuels que nous avons. Pourquoi cette question sur les intellectuels? Parce que les intellectuels, c'est ceux qui normalement, c'est ceux qui dirigent notre nation. Depuis 1960, c'est eux qui publient des livres, c'est eux qui publient des articles, c'est eux qui en fait sont dans l'administration, c'est eux en fait qui participent à la gestion quotidienne normalement de la cité. Le souci que j'ai toujours eu, c'est de me dire, bon ok, la RDC existe, la RDC est là en tant qu'espace, mais quand est-ce que la RDC pourra réellement agir véritablement en tant que nation, être réellement une nation? Et maintenant, quand on regarde un peu dans la littérature, pour ceux qui ont parlé de nation, je fais référence à Victor Hugo qui disait « Comment on est une nation ?» Il disait « Mystère ». Alors moi je me dis, comment on est une nation? Réponse, je ne dirais pas que mes réponses sont exactes, mais en tout cas c'est mon opinion. Comment on est une nation? La nation, véritablement, c'est le contrat social qui permet du vivre ensemble, le contrat social du vivre ensemble. Et ce contrat social du vivre ensemble, nous l'avons pas, nous pensons l'avoir. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est que quand on écoute en fait notre hymne national, on peut dire que nous l'avons. Ouais, on peut dire que nous l'avons. Alors, mais est-ce que nous le vivons? Ça c'est autre chose. Maintenant, comment pouvons-nous le vivre? Ça c'est une question opérationnelle. Aujourd'hui, je catégorise en fait les intellectuels à 4 niveaux, 4 groupes. Alors retenez bien, les 4 groupes, on va travailler autour de ces 4 groupes. Donc le premier groupe, en fait, c'est le groupe qui a fait ses études très généralement au village et est venu en ville autour de 20 ans pour pouvoir en fait continuer les études supérieures. Alors ils ont été financés par leur père, par leur oncle, par leur famille, d'une certaine manière, et sont venus en ville, ou alors ou tout simplement sont venus en ville parce qu'ils avaient des bourses à l'époque, dans les années 60. C'était un peu le cas, plus maintenant. Alors, ces personnes-là, en fait, ces types d'intellectuels, ce sont des personnes qui ont en fait travaillé et après leurs études, et qui sont dans l'administration, qui sont ingénieurs en politique, qui sont en fait, pour la plupart, des actifs.
Quand on regarde en fait ces intellectuels-là, très généralement, ils ont une force et une faiblesse. La grande force qu'ils ont, c'est que c'est des bosseurs en général. C'est des gens qui se lèvent tôt. Au village, à 5 h du matin, on est debout au champ du coq. On travaille dur, on travaille la terre, on travaille les animaux, on est dans la forêt, voilà, donc on vit de ce qu'on fait. Et très généralement, ce sont des gens qui sont très attachés à des valeurs traditionnelles très fortes. Malheureusement, comme défaut, quand on leur pose la question, si on peut appeler ça défaut, quand on leur pose la question, la RDC ou le Congo, pour vous c'est quoi? Quand ils ferment leurs yeux, en fait, le Congo part de leur village et s'étend vers les frontières qu'ils imaginent. Cette première famille a comme réellement grand défaut, malheureusement, quand elle agit au quotidien, d'être intrinsèquement, je dis intrinsèquement, tribaliste, d'une certaine manière. Je mets entre guillemets tribaliste parce que tout simplement, la cellule de référence, c'est la cellule de référence ethnique. Et donc forcément, tout ce qu'ils font tourne autour de l'ethnie, le renforcement des liens autour de l'ethnie, le renforcement de la puissance de l'ethnie, le renforcement de la position de l'ethnie, et donc ça c'est très important pour eux. Ça c'est la première chose. C'est cette génération qui nous a amenés à l'indépendance. Donc l'indépendance de 1960, en fait cette génération que ça a désévolué, c'est eux qui nous ont pris l'indépendance, c'est eux qui ont cherché l'indépendance, mais ils étaient dans un rêve. Ils étaient dans un rêve d'avoir un État, une nation, ils étaient dans un rêve dans lequel, je pense, ils projetaient plutôt leur sentiment d'être Congolais qui était beaucoup plus fort. Vous savez, quand vous êtes dominé, vous êtes exploité et vous recomposez une société qui est une société un peu de malheur, de souffrance. Et donc, cette appartenance ethnique était un peu diffuse dans ce sentiment de fierté ou de révolte d'appartenir à un groupe bien à part qui combattait en fait donc le colon. Le deuxième groupe, ceux qui sont nés, qui ont grandi en ville, eux, ils ont en fait un avantage, c'est que très généralement, ils ont été en fait les premiers arrivés en ville pour la plupart, leur père ou leur arrière-grand-père. Et ils ont vécu dans les cités urbaines comme Kinshasa, comme Lubumbashi, comme Goma, comme Matadi, qui étaient des cités plus ou moins évoluées, avec des écoles de référence, Collège Boboto, Collège Elika, Alpha-Djiri, Caravia, j'en passe et d'autres. Et donc ces gens ont grandi dans ces villes et ont été en fait, ont produit les premiers intellectuels, je dirais, urbains de la RDC. Et ils ont grandi, ils ne sont pas allés à l'étranger, pour certains ils sont sortis, ils sont revenus, mais la plupart sont toujours dans les arcanes de nos pouvoirs et sont toujours dans les arcanes de l'administration et gèrent l'administration aujourd'hui. C'est une catégorie d'intellectuels qui aujourd'hui, d'une manière générale, est instruite, bien instruite, par des écoles, effectivement, je l'ai dit, de référence et qui étaient des centres d'excellence pour certains à l'époque. Pour la plupart, et les plus vieux, ils ont bénéficié quand même d'un niveau intellectuel quand même relativement élevé, un niveau d'éducation relativement élevé, qui faisait que derrière, c'était des gens qui étaient ou qui sont en fait intellectuellement valables et qui pouvaient, de plus belle manière, représenter un groupe d'élite. Ce groupe d'intellectuels a comme avantage effectivement d'avoir effectivement une formation qui est une formation de référence, surtout pour ceux qui ont fait des études dans les années 60, 70, 80 et peut-être vers la fin des années 80. Parce que l'éducation s'est empirée après. Et ces personnes, très généralement, ont cet avantage, donc l'avantage d'avoir une bonne assise d'éducation et d'instruction. Et derrière, ces personnes, le défaut de cette catégorie, je le dis encore, c'est une question de caricature, on essaie de regrouper, mais tout le monde ne rentre pas forcément dans le même groupe, mais de manière générale, ce sont des personnes qui, très généralement, sont restées relativement superficielles, relativement mercantiles. Ça veut dire, en d'autres termes, que c'est un groupe de population qui a vécu l'époque de la crise Mobutu avec les ajustements structurels, avec les pillages, et donc c'est ce groupe-là qui, en fait, s'est accoutumé à une évolution de crise en crise, et qui fait qu'elle est devenue, en fait, c'est une famille qui est devenue très mercantile, et qui, en fait, essaye de tirer le marron du feu quand ils peuvent. En fait, c'est eux qui ont commencé les premiers
à entrer dans ce qu'on appelle les COP. Voilà, donc comment je fais pour en faire le moins possible et gagner le plus possible dans chaque situation, et comment je fais à chaque coin de rue ou à chaque opportunité que je puisse en fait gagner le maximum. Et d'ailleurs, c'est de cette famille, si je ne m'abuse, qu'on a entendu dans les années 90 ou 90, où on disait, voilà, un beau kango tout est kango, parce qu'on n'en pouvait plus, parce que le pays était mal géré, le pays était avalé à volo. Et donc, c'est ce groupe-là, ce groupe urbain, qui a commencé entre guillemets, à se décourager quelque peu de la situation congolaise et complètement à rejeter même le fait d'un développement possible de la RDC. Pour résumer, ce groupe en fait a comme avantage en fait très généralement d'avoir une éducation acceptable et d'élite pour certains, mais avec un côté relativement mercantile. Et quand vous lui posez la question, mais le Congo c'est quoi, la RDC c'est quoi pour eux? La RDC, bon, la RDC c'est un territoire, c'est une personne dont on abuse tout le temps et qui dit toujours oui, elle est là, elle est riche, elle est à nous, elle restera à nous, on peut en faire ce qu'on veut, on est là pour en profiter. En gros, voilà, on est là pour en profiter, pas pour en profiter, parce qu'on n'a pas forcément d'autres moyens de faire autrement que d'en profiter, parce qu'on sait forcément qu'on ne va pas pouvoir développer cet espace, un espace très complexe. Le troisième groupe, ça ce sont effectivement les Congolais qui ont grandi en RDC, qui ont quitté la RDC, qui sont allés étudier ailleurs, qui sont allés étudier en Europe, qui sont allés étudier en Afrique du Sud, qui sont allés étudier aux États-Unis, à l'étranger de manière générale. Et ce groupe, en fait, véritablement, c'est des groupes qui viennent en fait des familles qui étaient plus ou moins avantagées et qui avaient la possibilité de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, à l'étranger, ce qui n'était pas facile. Et ces groupes, en fait, de manière générale, constituent en fait des personnes qui sont, pour la plupart, reviennent aujourd'hui et s'installent dans le pays. Je crois qu'il y a une vague depuis les années 2000 où on voit véritablement une vague de ceux qui sont à l'étranger et qui reviennent en RDC, soit pour y travailler, pour investir. Et ce groupe-là, très généralement, c'est des groupes qui sont relativement bien formés, c'est des groupes qui sont entre guillemets citoyens du monde, ou du moins essaient de s'intégrer à ça. Et c'est des groupes en fait qui sont très généralement acculturés, multiculturels. Et ce groupe a comme avantage, comme je l'ai dit, donc des formations professionnelles, des formations sociales, des expériences acquises ailleurs. Mais ce groupe a un défaut. Le défaut de ce groupe, c'est de pouvoir arriver sur place en RDC et de pouvoir, en fait, à chaque fois vouloir copier ce qu'ils ont vu à l'étranger. Voilà, donc celui qui vient des États-Unis veut faire les États-Unis au Congo, celui qui vient de la France veut faire la France au Congo, celui qui vient de l'Afrique du Sud veut faire... Donc ils veulent faire de manière générale et sans le vouloir, en fait, faire du copy-paste. Donc copier-coller. Mais ça ne marche pas forcément. Parce qu'effectivement, derrière, le Congo a sa complexité, une complexité propre qui ne donne pas cette facilité forcément à ce que ça puisse se faire tel qu'il le souhaite. Et donc ce groupe-là, comme je l'ai dit, donc formé, presque citoyen du monde, mais en même temps veut calquer les choses qu'il a vues à l'étranger de manière entre guillemets non dissociés, donc on veut la même démocratie, on veut les mêmes routes, on veut les mêmes trains, on veut les mêmes aéroports, on veut. Donc on veut faire du copy-paste, on veut forcer à la limite. Et donc ce groupe, très généralement, est vu comme un groupe relativement agressif, pour les deux premières familles qui sont là, et parfois étrange quand ils viennent et qui forcent un peu les choses. Et le quatrième groupe, c'est en fait, ce sont les enfants de ce troisième groupe, donc les Congolais qui sont d'origine mais qui sont nés à l'étranger, dans les pays étrangers, qui ont fait leurs études là-bas et qui grandissent à l'étranger et qui maintenant commencent progressivement, je dis bien progressivement, à petites gouttes, à venir un peu au Congo, à renifler un peu, à se poser des questions et pour certains, les plus courageux, à s'installer. Et ce groupe-là, c'est des groupes, quand vous allez aux États-Unis, comme ici, vous rentrez dans une chambre, vous voyez le drapeau congolais sur le mur de leur chambre. Ces enfants qui ont 16, 18 ans ou même 12 ans, posez la question, mais vous êtes américain, vous êtes français, ah oui, mais je suis français, mais d'abord, avant tout, je suis congolais. Je suis congolais parce que mon cœur est au Congo et mes parents viennent du Congo et je suis congolais. Donc, ils s'estiment congolais en ayant d'autres nationalités. Alors,
c'est vraiment des citoyens du monde. C'est vraiment des gens qui sont intégrés dans le pays dans lequel ils sont nés. Et quand ils viennent chez nous, ou quand ils viennent en RDC chez eux d'une certaine manière, ils recherchent aussi une certaine intégration par des liens familiaux, par des liens amicaux, et puis ils viennent avec une connaissance business, une connaissance politique, une connaissance technique très forte, mais venant de leur écosystème, et ils veulent travailler en RDC. Alors ce groupe, c'est un groupe qui s'adapte comme il peut, mais il a un défaut. Il a un défaut, ce groupe, c'est que c'est un groupe qui est souvent très violent, perçu comme violent par les 3 premiers groupes. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe qui ne se pose pas de questions quand ils veulent avancer. Ils ne se posent pas de questions. Le droit dit, le droit dit, on fait ce que le droit dit. La Constitution dit, la Constitution dit, on fait ce que la Constitution dit. Et n'allez pas leur demander en disant, oui, mais faites un écart, parce que là, c'est votre oncle, là, c'est votre frère, là, c'est votre cousin. Oh non, je ne connais pas. Donc, c'est vraiment un groupe qui, en fait, quand vous leur posez la question, le Congo, c'est quoi ? Le Congo, c'est une idée idyllique, une idée idyllique du Congo. Donc ils ont une idée idyllique, un peu comme le rêve américain, un peu comme l'union fait la force, un peu comme liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est vraiment un groupe qui vit le Congo de manière idyllique, très onirique. Et en fait, ils ont une image complètement vierge du Congo. Quand ils arrivent, et puis ils ont entendu parler, leurs parents ont dû dire des choses sur le Congo qui n'étaient pas forcément vraies, qui étaient pas forcément faux, mais quand ils viennent, ils se font leur idée. Ils se font leur idée de ce qu'est le Congo, mais ils viennent pas avec un a priori forcément négatif. Un groupe qui veut effectivement faire avancer la RDC, mais avec ses idées propres. Il y a des gens qui sont perçus, comme je l'ai dit tout à l'heure, relativement violents dans leur approche. Donc voilà les quatre groupes que nous avons. La question qu'on pourrait se poser, mais avec qui faisons-nous une nation ? Quel est le groupe qui pourrait nous aider à faire une nation ? Et là-dessus, j'ai pas d'idée. Mais c'est juste dire que c'est la fusion des 4, on doit faire peut-être la synthèse des 4 pour arriver à quelque chose qui tienne la route. Mais surtout à mettre ensemble ces 4 groupes dans une dynamique de partage, réellement dans un contrat social qui permette à ces 4 groupes de pouvoir composer et de pouvoir avancer, chacun avec ses intérêts, chacun avec sa propre vue, mais vraiment trouver des points de convergence qui font que demain nous voulons un Congo fort. Et quel est le Congo fort que nous voulons tous ensemble ? Celui du village va vouloir effectivement un Congo avec effectivement des villages forts qui s'affirment, qui se développent. Celui des villes va vouloir effectivement une forte intégration des villes et un fort développement des villes et surtout dans les quartiers périphériques. Celui qui vient de l'Europe ou celui qui vient de l'Asie ou de l'étranger plus simplement va vouloir effectivement qu'on puisse se positionner comme certains pays, qu'on puisse adopter certaines mesures venant de l'étranger qui fassent de nous effectivement un pays développé. Ceux qui effectivement sont nés à l'étranger et viennent à l'étranger, eux ont une page blanche et veulent construire tout simplement un pays dans lequel il fait bien vivre. Donc en d'autres termes, la convergence qu'on peut avoir au niveau de ces groupes, c'est l'idée qu'on se fait du Congo demain et c'est l'idée du bien-être qu'on se fait du Congolais qu'on souhaite avoir en fait dans le futur. Je voulais expliquer un peu ma vision en fait de la segmentation que j'appelle en fait psychosociologique des intellectuels congolais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits sur les Congolais, sur les intellectuels congolais. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit. Mutinga a écrit dessus, Kankou-Namba a écrit dessus, pour le peu que je connaisse. J'ai lu quelques critiques, mais je voulais quand même vous donner mon expérience opérationnelle sur le terrain, comment je perçois en fait les différentes personnes que j'ai sur le terrain, que j'interagis avec, et comment est-ce qu'ils se positionnent au niveau de ces 4 groupes. Et croyez-moi, si vous faites attention à ce que je vous dis, ce que je viens de vous dire, vous allez bien comprendre que les 4 types de personnes que vous avez en face de vous rentrent plus ou moins, je dis bien plus ou moins, dans les 4 familles. Et donc, ce sont des grosses composantes avec lesquelles il va falloir se projeter dans le futur, parce que c'est des composantes qui pèsent réellement sur notre développement. Je donne juste un exemple. La perception qu'on a aujourd'hui de la fraude et de la conclusion de la fraude qu'on a dans le pays, c'est clair, la perception elle est différente.
Le premier groupe, quand vous parlez effectivement derrière de concussion, de trafic d'influence, d'argent mal perçu, le premier groupe forcément ne se retrouve pas là-dedans parce que culturellement ce groupe se dit bon, en quoi est-ce que j'ai mal fait si j'ai gagné de l'argent et que j'ai donné à mon frère? Voilà, donc il y a des perceptions qui sont des perceptions tout à fait différentes que ces intellectuels-là ont selon les situations. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui vient de gnocchi d'arriver à la primature ou d'arriver dans un ministère et d'aider ses propres frères de gnocchi. Pour lui, c'est tout à fait normal parce qu'il le vit comme ça depuis qu'il est né, c'est comme ça qu'il a vu ses pères agir. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un repli tribal, entre guillemets. Enfin, ceux qui ne sont pas de ces groupes-là ou ceux qui voient différemment les choses vont parler de repli tribal, mais pour cette personne-là, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'elle doit agir et c'est comme ça que les autres doivent agir. Donc, les perceptions sont réellement différentes au niveau, je ne voulais pas sortir le mot, donc de la corruption en tant que telle. Alors, le deuxième groupe, qui est le groupe, en fait, le groupe de la ville, quand vous parlez de corruption, la corruption, c'est un moyen de vivre. La corruption est devenue, en fait, si vous voulez, un plan B, l'article 15. Bon, on se débrouille, la corruption est banalisée parce que ça fait partie de ce qui a permis, à ce que ce groupe-là puisse continuer à vivre en ville, se pérenniser, grossir et donc s'épanouir. Et quand vous parlez, en fait, de la corruption au troisième groupe, qui, lui, vient plus ou moins de l'Europe ou de l'Amérique ou d'autres pays beaucoup plus développés, ah oui, la corruption c'est grave, la corruption, oui, il ne faut pas y toucher, ah oui, corruption. Ils vivent d'une certaine manière différemment cette corruption parce qu'ils la perçoivent comme quelque chose qui n'est pas de la société, mais quelque chose qui est en dehors de la société, qu'on apporte et qui fait mal à la société. Parce qu'ils ont été dans des sociétés dans lesquelles, bon, ils étaient plus ou moins, à un certain niveau, protégés par le trafic d'influence, par la corruption, par la concussion, voilà. Donc ils se retrouvent dans le pays et soit, comme ça marche comme ça, le système est comme ça, soit ils le font avec les autres, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et bon, pour les plus malins, ils s'en sortent encore mieux, ou soit ils ont un refus automatique qui fait un repli. Moi je connais beaucoup de personnes qui sont venues de l'étranger qui sont rentrés parce qu'ils ne pouvaient plus s'intégrer, dans une société. Pour eux, en tout cas, ils n'avaient plus un fonctionnement normal parce que tout était basé sur le petit dollar qu'on donne à tel pour avoir ci, pour avoir ça. Tout ce qu'on peut avoir au pays, on doit le payer, on doit le payer doublement, triplement, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça, c'est une perception de l'étranger. Alors, le quatrième groupe, qui est en fait les enfants qui ont vécu à l'étranger et qui effectivement aujourd'hui reviennent à compte-gouttes, pour eux, la corruption, absolument pas du tout. Ils ne sont pas pour la corruption. La moindre corruption, on vous coupe la main, ou alors la loi, enfin j'exagère un peu, mais c'est juste dire que ce groupe est intolérant vis-à-vis de la corruption, et ce sont des gens qui viennent des sociétés, entre guillemets, qui n'acceptent pas la corruption et la concussion, le trafic d'influence, comme nous l'acceptons de manière générale dans notre pays, et qui se révoltent vis-à-vis de ça, qui ne supportent pas cela de manière générale. Voilà un peu, je donne en fait une différence culturelle de ces différents groupes face en fait à des phénomènes tels que la corruption, telle que nous la vivons aujourd'hui dans la RDC. Et donc ça structure un peu la manière, l'approche qu'on peut avoir. Bon, moi je suis venu en RDC, je disais en 2006. Bon, j'étais manager, j'ai été directeur, j'ai géré énormément de groupes différents, éclectiques, mais en fait, la meilleure lecture que j'ai pu avoir, c'est celle que je vous partage. Je vous partage cette lecture parce que c'est une lecture que j'ai vécue, qui est une lecture opérationnelle. Et je reviens encore sur le premier groupe. Quand vous parlez avec le premier groupe, très généralement, c'est un groupe qui est en fait très sensible à tout ce qui est invisible, à des esprits, à des forces extérieures qui peuvent en fait les amener à faire du bien. Attention, c'est des gens qui
travaillent très fortement, mais qui ont besoin de se dire qu'il y a un Dieu, il y a un esprit qui nous aide tous les jours, et ils sont très paternalistes et très orientés vers un esprit qui les aide à faire ce qu'ils font tous les jours. Le deuxième groupe, quant à lui, bon, alors, il est aussi un peu comme ça, ou soit il est totalement, mais là, on part dans les très généralement dans les born again, où ils deviennent les ayatollahs de la religion, et en ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe, et il n'y a que ça, mais encore avec beaucoup de versatilité. Ou alors, bon, ils ne le sont pas, ils sont ouverts, ils sont opérationnels tout simplement, et ils essayent d'une certaine manière de pouvoir s'adapter à une société vraiment en mouvance. Alors le troisième groupe, très généralement, ne sont pas très liés à la religion. Il y en a qui le sont, mais ce n'est pas des gens qui travaillent tous les jours en se disant « Mon Dieu, faites ce, faites que ». Ils se disent très généralement que c'est eux qui font et Dieu aide. Donc voilà un peu ces caricatures que je fais un peu au niveau de ces groupes-là. Je répète, je ne dis pas forcément que c'est la vérité, je dis seulement que c'est une segmentation, et tout le monde ne rentre pas dans cette segmentation, et très généralement, les exceptions sont là pour prouver le contraire. Voilà ce que je voulais dire, donc maintenant, faites-vous votre idée, vous pouvez ne pas partager ce que je dis, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, mais au moins, ce qui est bien, c'est que je l'ai au moins dit. Bien entendu, après ce descriptif qui a été fait des 4 grandes familles, la question vient. La question naturellement, c'est comment on se positionne, dans quelle famille on se retrouve. On se retrouve peut-être pas dans ces familles-là, on n'arrive pas à se décrire, on n'arrive pas à se mettre dans une case, et c'est qui est tout à fait normal en fait, qu'on n'arrive pas à se mettre dans une case, ou qu'on arrive à se mettre dans une case plus ou moins. Mais toujours est-il que le but du jeu n'est pas forcément celui-là. Le but du jeu, c'est de comprendre comment est-ce que s'articule notre société, la psychosociopathologie en fait de tous les intellectuels que nous avons d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut plus ou moins la catégoriser, et comment est-ce qu'on peut retrouver nos billes là-dedans et connaître un peu le fond de la psychologie de tout un chacun quand on l'approche, et l'environnement social, et en fait toute l'histoire qu'il y a autour en fait de la personne, ou des personnes, ou des groupes de personnes, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a des exceptions qui ne rentrent pas dans ces groupes-là. Il y a des gens qui quand on fait une classification, certainement, il y a des gens qui ne rentrent pas dans ce groupe. Cela étant dit, il y a la question de savoir véritablement comment est-ce que nous allons gérer ce pays. Voilà, ce sont les groupes en fait qui sont là et qui gèrent ce pays-là. Et comment est-ce qu'on peut faire la synthèse? Alors certaines personnes ont déjà fait la synthèse, certaines personnes ont pu faire la synthèse, partielle ou complète, de tous ces groupes, et ont pris de la distance, et effectivement derrière vont dans une idée du Congo qui est une idée tout à fait entre guillemets idyllique, mais aussi réaliste, mais ce qui est difficile à faire en tout cas. De tous ces groupes, la question fondamentale qu'on se pose, c'est de ces 4 groupes, qui est celui qui va diriger le Congo, ou qui est celui qui peut diriger le Congo le mieux, ou qui est celui qui a fait la synthèse, qui est capable de nous amener là où nous souhaitons en fait arriver. Et c'est une question à laquelle moi j'ai pas de réponse, c'est une question à laquelle j'ai pas eu de réponse autour de moi. Les remarques que j'ai pu avoir en échangeant, c'est de dire voilà, t'as oublié tel groupe, t'as oublié tel groupe. Je pouvais pas prendre tous les groupes, mais en tout cas je les ai réunis autour de 4 groupes. Et donc ça donne un peu une idée de ce que nous avons comme population intellectuelle ici. Et ça renforce l'idée que véritablement nous devons aller vers une synthèse un peu de ce que nous sommes et ce que nous représentons, et véritablement en fait nous faire violence pour changer et aller vers le rêve que nous avons tous d'avoir un grand Congo. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, merci de vous abonner à la chaîne, et puis surtout, partagez, parce qu'il faut partager, il faut que les gens comprennent que effectivement derrière, il y a une autre manière de voir les choses, il y a une autre manière de faire, et qu'on sorte un peu dans nos boîtes de pensée pour aller vers des pensées qui sont beaucoup plus universelles et qui nous permettent de pouvoir avancer et en toute fraternité. Merci.